Les médias dominants n'ont que rarement couvert son contexte familial, pendant que les médias alternatifs le faisaient. Vous savez comment je suis. Je fais des formats simplifiés d'environ 15 minutes, parce qu'il me faut un contexte du passé pour naviguer dans le présent. Mais je ne veux pas non plus loucher sur mon écran d'ordinateur pendant des heures. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la famille Maxwell, et nous allons commencer avec le père Maxwell. Né Abraham Liebe en Tchécoslovaquie en 1923, l'origine officielle de la maison Maxwell est sordide, dans un pauvre village où les hivers étaient froids et la nourriture était rare, et où apparemment plusieurs douzaines de changements de nom sont survenus. Peu après, Abraham change de nom pour Jan Abraham Ludwig, et avec ce nom, il quitte son village à l'âge de 16 ans. Il teint ses cheveux en noir et sur les conseils de sa mère, agit-elle en anglais. Les Anglais ont du succès. N'échoue pas, imbécile. Il a donc suivi le conseil de sa mère. Si jamais il voulait réaliser le rêve de sa famille d'avoir une terre juive en Palestine, il y aurait des sacrifices à faire, surtout si ces murmures de guerre traversaient l'Europe. Et avec ces murmures, des vagues de ce que l'on a appelé des messages antisémites se sont répandus sur les stations de radio. En entendant ces histoires, Abraham Liebe, ou Jan Abraham Ludwig, ou peu importe le nom que portait Robert Maxwell à cette époque, a pris sur lui de donner une meilleure image de son peuple. Avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale, Robert Maxwell est devenu un conteur d'histoires, racontant à ceux qui voulaient bien l'écouter qu'il avait menti sur son âge afin de rejoindre le mouvement de résistance locale à Budapest. Un conte qu'il relatera sur la BBC quelques décennies plus tard, mais c'est un mensonge. Il n'y avait pas de résistance hongroise à ce moment-là à Budapest, parce qu'il n'y avait pas de soldats allemands dans la ville. Mais les faits n'étaient pas importants. C'était l'émotion qui s'en dégageait qu'il était. C'est peut-être pour ça que Robert Maxwell est devenu si important dans les médias. Au moment où il a demandé à rejoindre le corps des pionniers de l'armée britannique, il se faisait appeler Jan Hodge. Peut-être parce que cela sonnait un peu plus anglais et un peu moins comme, vous savez, pas anglais, parce qu'il ne le parlait pas à l'époque. Il continuait de faire pression pour s'engager dans les rangs anglais, concentré sur le 6e bataillon du régiment du North Staffordshire, et avec un nouveau changement de nom, Jan Hodge s'est retrouvé dans l'unité de renseignement de la 17e brigade d'infanterie. Mais cette fois, il a changé son nom en Leslie Dumaret. Dumaret étant une fameuse marque de cigarettes. Et Leslie Dumaret était populaire avec les soldats anglais aussi, à tel point qu'il devint second lieutenant après son 21e anniversaire. Mais le commandant l'a pris à part, disant que Dumaret n'était pas un nom acceptable pour un officier du Nord. Il a donc suggéré un pseudonyme écossais à la place, Jan Robert Maxwell. C'est ce jour-là qu'il devenait le Robert Maxwell, un homme venu de nulle part qui allait se saisir du monde. Tout ce qui lui manquait était une femme. Maxwell n'avait plus à se vanter d'un combat qu'il n'aurait jamais mené. Il a vu beaucoup d'agitation en 1944 quand il est arrivé dans le Paris nouvellement libéré pour quelques jours de repos et de détente, où un jumelage arrangé entre militaires alliés et parisiens était orchestré par le comité d'accueil de Paris. Et parmi les femmes enthousiastes était une femme nommée Elizabeth Maynard. La frêle et sous-alimentée fille de 23 ans d'un marchand de soie, issue de la classe moyenne protestante, qui s'est immédiatement éprise de Maxwell. Ils se sont mariés et ensemble, ils ont eu 9 enfants en 16 ans. Mais contrairement à leurs homologues de l'après-guerre, ils ne cherchaient pas à s'enraciner dans leur nouvelle vie paisible. Robert avait d'autres idées. Pendant qu'Élisabeth trouvait un but en encourageant les relations entre les chrétiens et les juifs pendant sa carrière, se concentrant sur l'histoire de l'Holocauste et organisant des conférences dans le but de combattre l'antisémitisme, son mari chassait le pouvoir et l'influence. Un des résultats de la Deuxième Guerre mondiale a été la création de l'État d'Israël dans la région connue sous le nom de Palestine, un endroit que la récente ONU a alloué comme l'État juif. Maxwell était une clé dans la création d'Israël, étant donné qu'il a utilisé ses contacts pour aider à faire entrer illégalement des pièces d'avion en Israël pendant la guerre d'indépendance de 1948. Officiellement établi en 1949, le Mossad devint le service national de renseignement d'Israël, visant à la collecte de renseignements par des opérations secrètes et à lutter contre le terrorisme, en quelque sorte l'équivalent israélien de la CIA. Il est supposé que rapidement après la création de l'État d'Israël, dans la course au pouvoir de Maxwell, il fut recruté par le Mossad. En 1964, quand Maxwell représentait le Parti travailliste socialiste de gauche, il a été élu membre du Parlement pour Buckingham et réélu en 1966. Après sa course au gouvernement, Maxwell utilise ses contacts dans l'occupation alliée afin de construire son empire économique, devenant le distributeur d'une entreprise de livres scientifiques, puis en achetant une place de contrôleur dans une maison d'édition
du nom de Butterworth Springer, dont le nom a été changé en Pergamon Press et qui a ensuite été catapulté vers une grandeur prolifique. Pergame, qui aurait été située dans l'actuelle Turquie, était l'ancienne cité grecque connue pour son autel. L'autel de Pergame, autrement connu sous le nom de siège de Satan, qui a été amené à Berlin en 1930. Je pensais que c'était un détail intéressant. Mais en allant plus loin, les services de renseignement israéliens ne sont pas les seuls qui se sont intéressés à la maison d'édition de Maxwell, spécifiquement le journal scientifique qu'il a publié. Le KGB en a aussi pris note, tout comme le MI6. Les services de renseignement de tous les pays n'ont fait qu'une chose après tout, qui sont la collecte des flux d'informations. Vu que les communications électroniques se sont améliorées au travers des décennies, un logiciel appelé Promise Software a été développé, dans le but spécifique de surveiller et gérer les bases de données du gouvernement fédéral et financé par le département de la justice américaine. La licence a été donnée sous condition que les USA ne modifient pas et ne distribuent pas le logiciel. Bon, cette promesse n'a pas tenu longtemps, car au fil de l'histoire, on s'est rendu compte que le programme avait plus de capacité que l'utilisation prévue à l'origine, qui était de suivre les affaires judiciaires. Mais quelqu'un a compris que s'il vendait le logiciel à des banques, le programme pouvait en fait espionner électroniquement les gens en temps réel, spécifiquement surveiller les flux monétaires. Sous prétexte de protéger l'intérêt national américain, les services de renseignement ont pris le programme dans une réserve indienne et il a été altéré afin de créer une porte dérobée afin de permettre l'espionnage gouvernemental. Au bout d'un moment, Israël voulait acheter le logiciel, mais ne pouvait pas payer. Ils l'ont donc volé et en sont devenus fournisseurs. Eh bien, devinez qui a eu accès à la porte dérobée de Promise? Vous avez deviné, Robert Maxwell. Une histoire de Promise raconte qu'il a été vendu à des marchands d'armes du Moyen-Orient et même prétendument utilisé par Oussama Ben Laden pour obtenir des informations sur les États-Unis qui ont conduit aux attaques du 11 septembre, si vous croyez à la version officielle. En 1984, Maxwell acquiert simplement Group Newspaper, qui contenait le Daily Mirror. Et à peu près tous ceux qui travaillaient au groupe Mirror, selon Robert Maxwell, étaient des escrocs et des menteurs. Dire que ce type était un mania des médias à ce stade serait un euphémisme. Il avait ses mains partout. MTV, New York Daily News, Macmillan Publishers, Nimbus Records, des journaux et tabloïds européens, et même une entreprise d'ordinateurs domestiques. Alors, quand je regarde cet homme, je vois quelqu'un qui est d'abord au courant des dernières informations et qui les collecte, et aussi, il est le seul à pouvoir contrôler le flux d'informations vers le public. Que ce soit à travers des textes éducatifs, des rumeurs ou même des biographies des dirigeants mondiaux, c'est un travail parfait pour un agent. Un travail parfait tout court. Tout ce qui manque sont des requins avec des rayons laser. En 1991, Maxwell est mort d'une façon mystérieuse, aux îles Canaries, où son corps nu a été retrouvé flottant autour de son yacht, appelé The Lady Ghislaine après sa fille. Il y a beaucoup de débats autour de la cause de sa mort. Était-ce une crise cardiaque, un suicide ou un meurtre? Dans tous les cas, il a eu de somptueuses funérailles en Israël, et le Premier ministre israélien en a fait l'éloge en disant que Maxwell avait fait plus pour Israël que ce qu'il peut être dit. Il y a des débats autour de si Maxwell était au Mossad ou travaillait pour les services de renseignement militaires israéliens et à qui sa réelle loyauté allait. Car la rumeur disait que l'éditeur milliardaire parlait couramment 8 langues et était un atout pour le MI6, le KGB et le Mossad. Il semble que sa principale loyauté était à Israël. Mais quand vous vous comportez comme Maxwell l'a fait, je me demande si votre seule loyauté n'est pas qu'à vous-même. Un chef a révélé que Maxwell était responsable d'un vol de 460 millions de livres à la caisse de retraite Mara Group, s'élevant à environ 1,1 million de dollars pour financer ses activités et son mode de vie. Très bien. Et ça, mes amis, était mon résumé très rapide de Robert Maxwell, Israel Super Spy, de Gordon Toms et Martin Dillon. Mais toutes ces affaires d'espionnage ne s'arrêtent pas là. Cela est resté dans la famille. Il est théorisé que Ghislaine a été lourdement affectée par la mort de son père et l'effondrement de sa réputation. Son statut et sa fortune en ont pris un coup, et donc Epstein lui a fourni une deuxième entrée dans la société dans laquelle elle était coutumière, même si la clé de cette société était le chantage. Mais je suspecte qu'elle soit bien moins une proie qu'un prédateur venant de la famille royale effrayante. Les deux sœurs jumelles de Ghislaine, Christine et Isabelle, étaient apparemment des pionnières d'Internet, qui ont fondé le moteur de recherche Magellan.
Magellan était l'un des premiers moteurs de recherche qui était mis en ligne de 1995 jusqu'en 2001. Imaginez le potentiel de collecte de données d'un moteur de recherche. Trouver l'adresse IP d'une personne importante et garder leurs recherches et peut-être même leurs plus sombres désirs. Un excellent potentiel de chantage, mais je m'éloigne du sujet. Le moteur de recherche était très populaire parmi les usagers. Il a vraiment eu l'élan pour devenir comme Google aujourd'hui, mais l'entreprise a vendu, seulement pour que les sœurs de Ghislaine chassent un nouveau but effrayant. Christine a fondé Gilead, qui était une entreprise d'analyse de données qui a réussi à obtenir des contrats à long terme avec le gouvernement, allant du FBI à la CIA. Et le logiciel était probablement même préchargé sur des serveurs HP depuis le début des années 2000. Le logiciel de l'entreprise était à l'origine de la technologie de recherche de données utilisée par les dépôts de données antiterroristes du FBI. Et le conseil consultatif de la société comprend Alan Wade, ancien directeur général de la CIA. Comme nous l'avons vu plus tôt et que l'histoire se répète, nous pouvons nous demander, Gilead a-t-il une porte dérobée comme le logiciel Promise que Papa Maxwell a utilisé et qui a été vendu à des gouvernements étrangers? Christine n'est pas américaine. Une rapide recherche Google et une compréhension de sa famille porteraient à croire que sa loyauté va à Israël. Alors comment et pourquoi Gilead a-t-il eu des contrats avec le gouvernement des États-Unis pour surveiller les gens sous couvert de lutte contre le terrorisme? Les questions deviennent encore plus accablantes lorsque nous tenons compte de Notre-Dame Ghislaine Maxwell et les accusations de tenir des opérations de chantage sexuel comprenant l'abus de victimes mineures dans le but d'utiliser ces abus comme armes afin de faire chanter des individus dans un but vraisemblablement politique. Elle a été accusée de nombreuses fois d'être un agent du Mossad. Sérieusement, la menace permanente ici est le Mossad. Alors qu'est-ce que vous, les gens du Mossad, voulez? Pouvez-vous venir avec votre liste de requêtes et en finir? Qu'est-ce que des gens normaux sont supposés faire avec l'idée que certains des gens les plus puissants du monde, les gens qui contrôlent les gouvernements, leurs médias, peu importe, des gens avec l'accès au code nucléaire, sont contrôlés par du chantage d'abus sexuels sur mineurs? Et suis-je vraiment supposé croire à toute cette histoire à propos de Ghislaine Maxwell étant arrêtée par le FBI, sans image de ses poignets, pas de photo d'identité judiciaire, rien? Cela a été long de l'arrêter. Ce temps lui a-t-il garanti assez d'espace pour mettre en place librement son chantage ou ses preuves contre les autres? Nous avons maintenant des rapports qu'elle est en surveillance suicide dans une prison de New York où il y a le Covid. Alors comment cette stratégie de sortie va-t-elle se dérouler? À la façon d'Epstein avec le suicide ou par le harcèlement? Est-ce qu'une seule de ces choses est vraie? Comme c'est pratique que les sœurs de Maxwell soient les pionnières de l'Internet moderne, complètement entremêlées avec les services de renseignement américains. Je me définirais comme légèrement optimiste et réaliste. J'ai beau vouloir surfer sur la vague, disant que la justice est au coin de la rue, je sens que nous sommes menés en bateau ici. Une famille d'espions étranges qui a influencé la politique, les renseignements, les médias et même Internet aux États-Unis. Il semble être difficile à cerner.